Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre à nouveau cette conférence sur RCI Télépaèse. À suivre la conférence de Jean-François Carlot sur perversion narcissique, manipulation au regard de la process communication et de son livre « Comment rater son premier coaching ». Au plaisir de vous suivre. Mesdames et messieurs, Jean-François Carlot. J'ai pris quelques notes, ne m'en veuillez pas. Bon, il a pris des notes, mais c'est bien. Vous êtes consciencieux, Jean-François, jusqu'au bout. Oui, parce qu'il y a certains sujets, il vaut mieux être précis, parce que justement, dans la vie de tous les jours, ça n'est pas forcément, et c'est là où peut se trouver le piège. Exactement. Alors, Jean-François Carlot, si vous deviez nous présenter rapidement... Qu'est-ce qu'on entend par manipulation selon le docteur en psychologie Taibi Kohler, c'est ça hein Keller. Et de la perversion narcissique selon le psychanalyste et psychiatre Jean-Paul-Claude Racamier. C'est parfait. Alors pour commencer par Taibi Keller, qui est un docteur en psychologie américain, lui il a créé la ProcessCom, donc qui est dans la filiation de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Alors je sais que vous êtes tous des férus de ce cadre de référence. Grosso modo, on a tous en nous, pour le docteur Taibi Keller, 6 types de personnalités différents. Et il y en a un qui s'intitule le type promoteur, dont un des comportements sous stress sévère, c'est de manipuler. Alors, un exemple de manipulation, une de mes clientes convoque son assistante pour une réunion. L'assistante répond aux questions de sa chef. Hein. Et la chef dit « La prochaine fois, j'espère que vous préparerez mieux l'entretien pour que nous puissions gagner du temps. » Donc, très bien. L'assistante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille son sujet, elle arrive en réunion. Au bout de 30 secondes, sa boss lui pose une question dont l'assistante n'a pas la réponse. Et sa boss de lui dire « Mais je t'avais dit de préparer l'entretien. » Alors, ce genre de situations qui sont un peu déconvenantes, oui, elle avait dit de le préparer, l'entretien, mais on ne peut pas deviner toutes les questions que va poser notre interlocuteur. Donc, ce sont des comportements sous stress au sens de Taibi Keller, la manipulation. Paul-Claude Racamier, qui est un psychiatre et psychothérapeute français, ça a été le premier à introduire la notion de perversion narcissique. Et je vais vous lire l'une des définitions qu'il donne dans ses publications. La perversion narcissique est une perversité qui se caractérise par le besoin et le plaisir spécifique de se valoriser soi-même. Donc on a besoin de se valoriser, de se mettre en avant, de se monter la ségue, comme on dit par chez nous. Aux dépens d'autrui, et c'est là où est la perversité, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se valoriser et à dévaloriser l'autre d'une certaine manière. Voilà. Merci pour cette réponse claire et précise, Jean-François Carlot. Alors la question qui suit automatiquement, eh bien, c'est comment peut s'opérer une manipulation au niveau global. Comment peut s'opérer une manipulation au niveau global à travers, bien sûr, l'analyse de la ProcessCom dont on vient de parler. Et Jean-François Carlot, nous apprécions, nous découvrons qu'il y a 6 types de personnalités et d'analyse interactionnelle. Quels sont-ils? Alors, 6 types de personnalités au sens du docteur Taibi Keller, c'est-à-dire que c'est un modèle, hein, c'est pas la vérité dans l'absolu, hein, on n'est pas tous schizophrènes, on n'a pas tous 6 personnalités plutôt. Mais je vais vous décrire brièvement les 6, essayez pour qu'on s'amuse un petit peu de voir si vous en reconnaissez dans certains comportements, ou si vous reconnaissez vos proches dans certains autres comportements. Et ensuite on verra comment on peut s'appuyer dessus pour manipuler un petit peu les gens. Je lâche mes notes. Premier type de personnalité, c'est le type travaillomane ou analyseur. Ce sont des personnes qui sont très structurées, très carrées, très logiques. Vous avez un problème, ils vont analyser, vous trouver des solutions. Sous stress, ils vont avoir tendance un petit peu à surcontrôler et à surdétailler. Vous donnez plein d'infos qui vous sont inutiles. Un exemple d'une de mes clientes, quand elle faisait ses vacances, elle planifiait ses tenues sous Excel pour changer, pour assortir le haut et le bas, etc. Donc je prends des exemples un peu caricaturaux. Donc voilà pour le type travaillomane.
Type empathique, prédominance aux émotions. C'est-à-dire que vous percevez le monde au travers du filtre des émotions. Ce sont des personnes qui adorent faire plaisir aux autres. Vous allez leur dire, par exemple, que vous adorez le restaurant vietnamien. Pour votre anniversaire, ils vont vous emmener, vous faire la surprise d'un restaurant vietnamien. Donc très attentionné. Sous stress, ces types de personnalités-là vont avoir tendance à se suradapter, à faire plaisir aux autres et à commettre quelques erreurs, parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, tout en préservant ses propres intérêts. J'y vais par étapes. Est-ce que déjà c'est à peu près clair ce que je vous raconte sur ces deux types de personnalités que je vous esquisse, parce que le modèle, on n'est pas là pour faire une formation. Je pense qu'on est bien, Jean-François. Voilà, très bien. Alors je vais commencer à faire le rapprochement, j'anticipe un peu par rapport à la manipulation. C'est-à-dire que si vous voulez manipuler un type empathique, vous pouvez diffuser des messages à fort enjeu émotionnel. Je crois que pour le Covid, il y avait eu un moment la vidéo de la grand-mère qui faisait le bisou au petit et qui finissait à l'hôpital. Donc vous voyez des sujets avec la grand-mère qui... Voilà, on touche à la famille, on touche aux émotions, on touche aux liens, ce qu'il peut y avoir de plus fort. Donc là, vous allez toucher plus facilement une personne qui sera la plupart du temps dans le type de personnalité empathique. Pour le type travaillomane, vous leur donnez une méthode. A plus B égale C. Il faut faire ci pour éviter ça, pour résoudre tel problème. Et là, vous pouvez, entre guillemets, pas forcément les influencer, mais en tout cas, vous les mettre dans votre poche. On continue avec les autres ? On continue avec les autres, Jean-François. Type de personnalité rebelle. Alors, type de personnalité très ludique, spontané, c'est quelqu'un qui adore faire des blagues. On a tous un ami qui fait blague sur blague sur blague sur blague. Par contre, qui peut être agaçant parce qu'il a tendance à ne pas respecter les limites, à vous pousser dans vos retranchements. Il sait que ça vous énerve, il va continuer quand même, rien que pour voir jusqu'où vous allez aller. Voilà, ces types de personnalités-là peuvent être difficiles à manipuler au niveau global parce qu'ils vont avoir tendance à se rebeller, des fois à tort et des fois à raison. Oui ? La suivante. Ah, merci de me tendre des perches. La suivante, c'est le type de personnalité persévérant, pour qui les opinions, la confiance sont des messages clés, les valeurs. Vous comprenez, c'est important pour que nous menions un combat tous ensemble, afin de faire reculer les méchants dans le monde, que nous œuvrions et que nous allions tous dans le même sens. Vous voyez un petit peu les discours bateaux, un peu politisés. C'est bien, il faut, on doit, les injonctions, etc. C'est associé à ce type de personnalité-là. Donc si vous dites, écoutez, pour le respect de vos compatriotes, vous devez d'aller en guerre à l'autre bout du pays, ben, vous allez davantage toucher ces types de personnalités-là. En gros, la manipulation au sens large, au niveau de la masse, dans un cadre de référence ProcessCom, reviendrait à mes yeux à parler le langage, à mettre la forme dans la façon dont on parle, qui correspond à la personne. Vous allez vous adresser à tout le monde en essayant de cibler, alternativement, l'important de tout un chacun, autant que faire se peut. C'est intéressant et d'ailleurs ça me fait penser à une incise un petit peu philosophique, notamment celle d'Hannah Arendt. Dans Les origines du totalitarisme, elle dépeint l'arrivée du totalitarisme par un langage arithmétique. On sait que chez les soviétiques, par exemple, on parlait du petit père des peuples qui s'adressait directement à la foule, à la masse, et était le seul sauveur possible. Et c'était vraiment un langage presque puéril, enfantin. Je suis là, je vais vous sauver, vous avez mal, mais je vais vous soigner, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer que, finalement, ce qui se passe à une échelle ici un petit peu macrocosmique, puisqu'on parle de millions de personnes influencées, est-ce qu'on peut avoir la même chose dans un cadre beaucoup plus restreint, ce cadre amical, par exemple, ce cadre familial, ce cadre... Est-ce que y a une même démarche à l'œuvre ? Alors, oui, vous pouvez l'avoir au niveau local. Petit livre que je vous conseille, c'est Comment déjouer les pièges de la mauvaise foi et de la manipulation de Pierre Agnès et de Patrice Lefeuvre, qui justement présente au travers de la ProcessCom une analyse de ce qui se passe au niveau des États. Très intéressant à la fin du livre à ce sujet-là. Donc au niveau de la vie de tous les jours, et comme ça j'en profite pour vous parler des deux autres types de personnalités, vous pouvez dans une interaction d'un individu à l'autre utiliser des moyens de pression. Donc si je prends par exemple le type de personnalité rêveur, qui est un type de personnalité où il y a une vie mentale très très riche, vous pouvez entre guillemets l'inciter à agir en lui donnant du canal directif. Étudie tes dossiers, reviens me voir à 16h et partage-moi tes analyses. Si vous utilisez ce canal directif, fais ci, fais ça, des verbes à l'impératif, vous allez avoir davantage tendance à faire en sorte que la personne fasse ce que vous dites, parce que vous parlez le canal de communication qui est le sien, le langage qui est le sien. Et le dernier type de personnalité qui est le type promoteur,
c'est plutôt ce type-là qui a tendance naturellement, alors et pas de jugement de valeur hein, à ce stade pour Tyree Keller, qui a tendance naturellement à utiliser l'autre pour atteindre son objectif. Ce que dit Tyree Keller, c'est que la relation humaine est objectivée pour une personne qui a comme type de personnalité dominant le type promoteur. C'est-à-dire que je veux aller me faire masser, j'ai pas envie d'y aller seul, je vais aller tenir le crachoir à Christophe, voire même beaucoup parler à Christophe pour lui dire que j'ai rencontré un magnifique masseur qui a ouvert un salon qui est extraordinairement génial. Et en gros, moi je sais pas le faire, hein, mais je vais lui vendre tellement bien le salon, il va avoir un effet waouh et il va m'accompagner. Et après, on fait le massage, chacun séparément bien sûr, en tout bien tout honneur. Et une fois que le massage est terminé, Christophe n'a plus du tout aucune nouvelle de moi, jusqu'à ce que j'ai besoin de lui pour autre chose. Donc là, on va avoir, dans le cadre de référence ProcessCom, davantage tendance à manipuler, je dirais, à un niveau individuel, en sachant que pour le docteur Tyree Keller, c'est ni bien, ni mal. C'est une analyse, c'est un état de fait. Qui sommes-nous pour juger les comportements de nos compatriotes ? Est-ce que Jean-François Carlotti, il y a un terme qui peut illustrer très bien et qui est très contemporain, est-ce que le ghosting rentre dans cette catégorie ? Ah ! Alors, je vais te taquiner un petit peu. Quelle définition tu donnerais au ghosting ? Le ghosting, c'est je donne beaucoup de nouvelles et puis, a priori, dans la définition, c'est tout d'un coup, je n'en donne plus. Et puis après, je reviens, quelques temps plus tard, 2, 3 jours, 4 jours, 6 mois après. Puis après, je redisparais. Puis je reviens, etc., etc. Alors, une hypothèse que je pourrais faire, ce serait plutôt un autre cadre de référence qui est celui de la théorie organisationnelle de Berne avec la notion de culture. C'est-à-dire qu'on va être entouré de gens qui ont tendance à procéder de cette manière-là et où la façon de draguer, c'est de draguer de cette manière-là. Et du coup, on va avoir tendance, peut-être nous, à le faire, même si ça ne nous correspond pas vraiment, ou il peut y avoir des gens qui vont avoir tendance à le faire avec nous parce que c'est leur façon de faire. Je rattacherai plutôt à ce cadre-là. Il y a une sorte de culture, en fait, finalement, qui n'a rien de... qui est partagée par tous et qui n'a rien ni de pathologique, ni d'inconscient mauvais qui veut manipuler. C'est juste une habitude, une norme. Moi, c'est ce qui me viendrait naturellement en première intention. Après, on peut faire formaliser d'autres hypothèses, mais encore faut-il avoir d'autres éléments de contexte. Eh bien, merci. Donc, nous avons maintenant nos types de personnalités, très intéressants et très brillamment exposés, Jean-François Carlotti. Justement, puisque nous sommes dans la théorie que nous venons d'évoquer, même si on a essayé de l'incarner un petit peu au regard de ce qu'on peut vivre tous les jours, puisque quand on parle manipulation narcissique, aujourd'hui, c'est vraiment un terme qui est très très fort. Aujourd'hui, tout le monde est un peu manipulateur narcissique dans une rupture amoureuse. Enfin, l'autre, surtout l'autre, est manipulateur narcissique. Souvent, pardon. Voilà. Alors, je vais te taquiner. Déjà, là, on a une belle généralité. C'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément vrai. Alors, quelle serait du coup ta question par rapport à la perversion narcissique ? Alors, en fait, c'est quelque chose qui circule beaucoup aujourd'hui. Justement, on ne sait pas ce qu'on met dedans. C'est-à-dire, tout le monde l'est un petit peu. Finalement, quand on écoute des conversations ou sur Internet, 2 séparations sur 3 se passent à l'échelle de la manipulation narcissique, sur Internet du moins. Alors, là, je vous recommande une auteure qui est psychothérapeute, qui a, je crois, 20 ou 25 ans d'expérience là-dedans, qui s'appelle Anne Klotik-Zegler. Elle a écrit 4 livres sur le sujet. Vous pouvez trouver des interviews d'elle sur YouTube, en libre accès. Et elle va souligner justement un des avantages qui est de la communication autour de cette notion-là, c'est que les gens sont au courant de ce que c'est. Un des inconvénients, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Parce que du coup, le diagnostic... Alors, j'emploie les mots qu'elle emploie. Hein, le diagnostic n'est pas forcément facile à établir. Donc le fait que le terme soit galvaudé, ça n'aide pas d'une certaine manière. Ça aide parce qu'on sait que ça existe, mais ça dessert parce que on ne sait pas trop ce que c'est. Donc justement, Jean-François Carlot, ça nous permet d'avancer un petit peu dans tout ce qui est cercle familial, amical ou milieu du travail. La manipulation au quotidien. Revenons à des choses plus concrètes, c'est terre à terre. Comment comprendre, agir, poser les bons diagnostics et établir des plans d'action au regard de cas concrets grâce à la ProcessCom, justement. Alors, du coup, là, je me place dans un cadre de référence qui est celui du coaching et pas celui de la thérapie ou autre. C'est-à-dire que moi, je suis coach professionnel. Ma limite, ça s'arrête, je dirais, à tout ce qui relève du domaine du pathologique, tout ce qui est thérapie, médecine. Moi, je ne vais pas là-dessus. Donc, si, par exemple, j'ai un client que j'accompagne
qui me décrit des comportements de l'un de ses interlocuteurs qui, dans un cas de référence ProcessCom, semble correspondre, de par mon analyse, après je peux me tromper, semble correspondre à de la manipulation, on peut travailler. Si c'est du ponctuel, si par contre j'accompagne des personnes qui sont de façon constante confrontées à des personnes qui ont des comportements, je dirais un peu de façon chronique, de type manipulation, là pour moi, on sort du cadre du coaching. Et limite, on tombe plutôt dans le cadre thérapeutique parce qu'on arrive sur quelque chose qui est pathologique. On a tous eu des moments, on va dire, de stress dans nos vies où on a fait un peu de chantage affectif parce qu'on avait besoin que l'autre nous dise qu'il nous aimait ou d'avoir la sensation qu'il nous considère. Mais si c'est tout le temps ça, je reprends là du Anne-Clotilde Ziegler, si c'est tout le temps ça, là ça devient pathologique et là on change de cadre. C'est important, cette notion de fréquence qui est un des critères qu'elle met en évidence, tout comme Paul-Claude Racamier, en termes de comportement. Voilà. Est-ce que c'est juste un sursaut, un mouvement pervers au sens de Paul-Claude Racamier, ou est-ce que c'est une caractérose perverse au sens de Paul-Claude Racamier, c'est-à-dire ça devient une habitude, quelque part. J'emploie des mots, je vulgarise un peu les termes, hein, mais donc tout dépend de la fréquence, ça c'est un premier indicateur. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si tu veux des exemples concrets, on peut en donner. Hein. Oui, ce serait intéressant peut-être d'avoir des exemples concrets, des incarnations de, de ces analyses au regard du coaching, justement. Au regard du coaching. Alors, par exemple que j'ai vécu il y a quelques temps, en réunion, dans une entreprise, donc il y a 9 personnes autour de la table. Ils font venir un expert, donc moi je suis là en tant qu'observateur. Hein. Ils font venir un expert et l'expert délivre l'analyse de l'audit RPS qu'ils avaient mené dans l'entreprise. Et vous avez une des 9 personnes autour de la table qui prend la parole et, alors je ne saurais pas vous refaire les comportements de cette personne-là, mais en gros elle a proposé une hypothèse qui était l'opposé de celle de l'expert. C'est-à-dire vous, ce n'est pas du tout votre domaine d'expertise et vous allez expliquer au chirurgien que ce qu'il fait, c'est pas comme ça qu'on doit opérer. Donc ce genre de comportement, là je vous le raconte comme ça peut vous paraître aberrant, ben non, jamais on se fait prendre au piège, on n'est pas bête. On n'est pas bête, là. On voit bien que la personne, elle n'est pas chirurgienne, qu'est-ce qu'elle y connaît. Et pourtant, la façon dont c'est amené, c'est... Franchement, si vous êtes intéressé par le sujet, lisez du Anne-Clotilde Ziegler, parce que les comportements manipulatoires sont très proches des comportements normaux. Donc il faut vraiment avoir un œil avisé pour éviter de se laisser prendre au piège. Parce que des fois, s'il y a un mensonge par action ou par omission, imaginez, hein, vous êtes directeur général, quelqu'un rentre dans votre bureau et vous dit « Oui, ma collègue, elle a encore dit du mal de moi. Franchement, tu devrais aller la voir et lui faire la leçon. Hein. » Et oui, mais ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle a mis des bâtons dans les roues et elle a empêché cette personne d'avoir une promotion. Donc elle ne vous dit pas qu'elle a embêté la personne à la première, par contre elle vous dit que la personne l'a embêtée. Alors c'est très caricatural comme ça un petit peu, mais ça se passe dans la vie d'entreprise, et parce qu'on est dans une habitude, on ne va pas forcément voir que ces comportements ne sont pas très, je dirais, très droits. Alors justement, Jean-François Carlotti, je pense que on a tous plus ou moins vécu des situations dans le cadre du travail assez compliquées avec ses collègues, voire avec sa hiérarchie. Lorsqu'on commence justement à avoir la boule au ventre en rentrant à la maison et qu'on se dit c'est compliqué, c'est terrible, etc., est-ce qu'il existe une méthode, justement, puisque c'est le cadre que pose votre ouvrage, Jean-François Carlotti, trouver une méthode justement pour sortir de cet état et finalement devenir un petit peu spectateur et pouvoir agir de manière concrète et positive sans avoir à se dire je vais poser une rupture conventionnelle, par exemple? Alors, premièrement, tout dépend de ce que dans le coaching on appelle l'écologie personnelle, c'est-à-dire votre état émotionnel. Si face à cette personne-là, vous perdez tous vos moyens et vous êtes sidéré et vous perdez toutes vos ressources, là, ça risque d'être délicat pour vous d'intervenir. Donc en coaching, on peut faire déjà un premier état des lieux qui est de quand est-ce que ça marche. Essayer de repérer quand est-ce que les choses marchent et quand est-ce que les choses ne marchent pas. Juste pour faire un peu plus de ce qui marche et éviter un petit peu de faire ce qui ne marche pas. Un exemple, j'ai accompagné une associée dans un cabinet. Elle se faisait manipuler par le gérant. Et du coup, la stratégie qu'on a mis en place en notant ce qui se passait bien, c'était de faire en sorte qu'elle passe par l'autre associé
pour justement porter auprès du dirigeant ses revendications. Et le dirigeant écouter l'autre associé. Donc, dans la vie de tous les jours, sans doute vos amis vous disent « oui, si tu as un problème avec quelqu'un, il faut aller le voir directement ». En termes d'approche systémique, on peut vous conseiller de passer par des tiers qui seront, on va dire, écoutés par votre interlocuteur, qui ne vous écoute pas parce qu'il ne vous prête pas considération. Vous n'êtes pas sur phase de transfert pour lui, comme on dit dans le jargon, il ne vous considère pas, donc passez par quelqu'un que cette personne-là écoute. C'est une stratégie. Après, on peut aussi, donc du coup, deuxième stratégie, vous regardez ce qui ne marche pas et vous faites le contraire. Si à chaque fois, c'est vous qui relancez votre interlocuteur, qui vous pensez qu'il vous manipule, etc., qu'est-ce qui se passe si vous le relancez de moins en moins? Vous ne le relancez plus, ou un peu moins vite, etc. C'est ce qu'on appelle le thème du changement en approche systémique. Et quelque part, ça va déplacer le problème. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes OK pour potentiellement ne pas relancer un projet de peur qu'on ne respecte pas les échéances, de peur qu'il y ait des soucis pour l'entreprise? Et on en revient du coup à faire un travail sur vous, qui est un travail de posture. Donc merci votre interlocuteur qui vous a cassé les pieds, parce que ça vous permet, vous, de développer votre posture managériale, salariale, ce que vous voulez. Ensuite, imaginez que vous ne soyez pas trop impacté émotionnellement et que vous soyez en capacité de gérer. Dans un cadre de référence ProcessCom, si vous êtes face à un type de personnalité promoteur sous stress, donc une personne qui a ce type-là comme type dominant, vous pouvez réfléchir à quel est l'enjeu de cette personne-là. Quel est l'objectif? Je vous disais tout à l'heure que cette personne-là peut avoir tendance à vouloir vous utiliser pour atteindre un objectif. Posez-vous la question, quel est l'objectif que cette personne-là veut atteindre, et essayez de voir comment vous pouvez lui proposer, quelle stratégie vous pouvez lui proposer, différente de celle qui cherche à vous imposer, mais une stratégie qui vous arrange sans lui dire qu'elle vous arrange. Exemple, parce que ça commence du coup à devenir compliqué. Dans un organisme de formation, une dirigeante demande à un chargé de projet de lui lister toutes les demandes de financement qui ont été réalisées pour toutes les formations qui ont été réalisées au niveau de l'organisme de formation, qui a 10 ans d'existence, donc vous imaginez. Et en plus, il n'y a pas de CRM, donc les informations, elles sont à droite, elles sont à gauche, il y a des gens qui sont partis. La majeure partie des informations, c'est cette personne-là, la dirigeante qui les détient, et elle n'est jamais disponible. Donc vous voyez l'usine à gaz. C'est-à-dire qu'on vous dit il faut faire l'état des lieux, mais les gens à qui vous devez demander, ils sont soit pas là, soit c'est moi et je ne suis pas dispo. Bon. La question que s'est posée ce chargé de projet que j'ai accompagné, c'était de se dire mais qu'est-ce qu'attend ce dirigeant? La réponse était quel est le plus gros financement qu'on a eu pour justement avoir un méga argument commercial et pour faire venir plein de gens. Du coup, ce chargé, il avait déjà la réponse, c'était 8 000 €. Donc il a demandé à DG, mais est-ce que c'est ça que tu cherches? Est-ce que tu veux juste savoir le plus gros montant qu'on a financé, qui a été financé? Le DG a répondu oui. Donc cette personne a dit c'est 8 000. Donc ça lui a évité de faire tout le travail dont il n'aurait pas forcément les moyens pour l'exécuter. Donc vous voyez l'étape, on vous propose quelque chose, vous faites la pause autant que faire se peut. Qu'est-ce que veut mon interlocuteur? Et vous allez lui proposer une stratégie qui vous arrange à vous, sans lui dire que ça vous arrange, et qui lui permet d'atteindre son objectif à lui. Donc ça peut devenir compliqué. C'est une sacrée stratégie. Oui. On devient soi-même finalement manipulateur dans l'histoire. On manipule le manipulateur. Alors, en l'occurrence, non. Si tu prends la définition qui est que je t'utilise, c'est-à-dire que je viens de te voir avec un objectif officiel, mais j'ai un objectif officieux que je ne te partage pas, ça, ce serait de la manipulation. C'est vraiment la définition de Caroline Couturier. C'est j'arrive, j'ai un objectif officiel et en même temps j'ai un objectif officieux. Voilà. Là, en l'occurrence, on n'a pas d'objectif officieux. On va chercher quel est l'objectif de l'autre et on va l'aider à atteindre son objectif tout en faisant en sorte que le moyen respecte notre enjeu. Donc nous, notre objectif, on n'en a pas. On se met au service de l'autre, au service de l'objectif de l'autre, juste on va faire en sorte de prendre en considération notre enjeu, ce que ne fait pas notre interlocuteur. Alors ça, c'est d'un point de vue, je dirais, manager ou directeur ou président. Mais quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que, est-ce que l'employé, par exemple, qui subit les directives un petit peu parfois contradictoires, peut-être même souvent contradictoires. Tout à l'heure, on a dressé six personnalités. Comment il réagit? Est-ce qu'il n'a pas la même marge de manœuvre que de pouvoir réagir avec son patron de la façon la plus objective et en même temps
empathique puisqu'il subit en permanence finalement. Est-ce qu'il a une solution? Alors, là, du coup, on est sur des exemples génériques. Donc, je vais te demander quelques précisions. Est-ce que tu es en train de dire que comment on fait quand on est salarié et qu'on est face à un patron qui nous met tout le temps en porte-à-faux? Par exemple. Ok. Moi, si demain, je coach quelqu'un comme ça, première question que je vais lui poser, je vais aller tester les limites, c'est est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux partir? C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif? La question de départ se pose quand même quand on est dans ce genre de relation. Alors, pas forcément, mais la question, à mon sens, en tant que coach, la question de l'objectif de la personne accompagnée va se poser. C'est-à-dire que cette personne-là, visiblement, a un souci relationnel, mais c'est quoi son objectif? Est-ce qu'elle veut être capable de trouver de la répartie pour se sentir capable de tenir tête à son chef? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste que ça s'arrête et qui n'a pas envie de partir en posant sa dème et en se retrouvant une main devant une main derrière? Tout dépend quel est l'objectif. Donc là, l'avantage et l'inconvénient de l'exemple générique, c'est que ça dépend. Oui, ça dépend de l'objectif de l'employé finalement, oui. Qu'il a. Et puis, je t'interromps, ça dépend aussi de mon champ de compétences. C'est-à-dire que si je vois que la personne, par exemple, est en burn-out, moi, je ne l'accompagne surtout pas, à moins qu'elle ait un médecin généraliste qui la suive, un psychiatre éventuellement qui la suive, et éventuellement en plus, je dirais un professionnel, un thérapeute, qui va l'aider à gérer ses émotions, par exemple. Parce que c'est très dangereux, dans des contextes, on va dire, très très délicats, comme un burn-out, d'intervenir seul. Donc il y a beaucoup de protection à mettre. Donc ça, c'est déontologiquement par rapport à ma compétence. Parce que comme je dis, je ne suis pas médecin. Après, tout dépend de la demande de la personne. Tout dépend aussi de la volonté de changement de la personne. Est-ce qu'elle est très motivée pour faire encore des efforts pour que ça change? C'est quoi sa capacité de changement? Est-ce qu'elle est déjà au bout du rouleau et il vaut mieux qu'elle s'arrête et qu'elle se repose? Ou est-ce qu'elle a encore de l'énergie à revendre et elle peut y aller et tester différentes solutions et différentes stratégies, etc. Après, il va y avoir aussi quel est le type de personnalité dominante que je vois chez mon interlocuteur. Et selon le type de personnalité dominante que je vois, ce ne sera pas les mêmes stratégies à mettre en place. Et si, par exemple, je lui fais passer un inventaire de personnalité et que je vois qu'elle a beaucoup d'énergie promoteur, typiquement, il y a de grandes chances qu'elle arrive facilement à gérer ça. Si je vois au contraire qu'elle a très peu d'énergie promoteur, c'est-à-dire dès qu'elle est face à des comportements de ce type-là, elle entre en stress, les marges de manœuvre de l'accompagnement vont être relativement limitées. Donc c'est vraiment multifactoriel. L'important, et du moins dans le coaching, c'est de partir de quelle est la demande, quel est l'objectif, et ensuite, est-ce que moi, en tant qu'accompagnant, je peux gérer ou pas? Alors je rappelle que les 6 personnalités sont très bien décrites dans l'ouvrage de Jean-François Carlotti, qui est d'ailleurs sur la table là-bas, qu'il dédicacera tout à l'heure. Jean-François, puisque là on arrive sur des sujets vraiment très intimes, dans la relation de couple justement, on peut retrouver les mêmes schémas. Est-ce que finalement, le manipuler, est-ce qu'il n'y a pas un consentement à la manipulation quelque part? C'est une question un petit peu délicate qui là appelle la psychanalyse, appelle la psychologie. Alors, je vais te dire, là on arrive à mon travail de recherche, à ma frontière en termes de compétences. C'est-à-dire que vu que j'ai des clients que je ne peux accompagner parce que justement les problématiques qu'ils m'amènent relèvent de l'ordre de la thérapie, moi je me renseigne à cette frontière-là. Mais attention, je n'y vais pas forcément. Par contre, j'ai la réponse à ta question. Et je vais te citer du Marie-Estelle Dupont. Donc pareil, psychologue et psychothérapeute, si je ne dis pas de bêtises. Elle fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Elle est beaucoup interviewée aussi, elle passe dans les médias. Il y a des émissions sur justement les notions de perversion sur Europe 1. Et elle va vous dire que toute acceptation ne vaut pas consentement. C'est-à-dire, si je vous contrains à accepter, ça ne veut pas dire que vous étiez consentant. Si je vous manipule pour avoir un oui, ça ne veut pas dire que vous avez été consentant. Et comme dit cet auteur-là, c'est très compliqué au niveau des juges, par exemple. Des fois, les juges ne sont pas forcément formés à ces techniques de manipulation de type pervers narcissique au sens de Racamier. Et du coup, ils peuvent partir du principe où si vous avez dit oui, c'est que vous étiez consentant. Non, on m'a forcé le oui. Un exemple pour forcer un oui?
Typiquement, je vais vous mettre en porte-à-faux et je vais vous poser une question. Si vous dites oui, quelque part, vous vous foutez dans la merde parce que j'aurais gagné, parce que je vous aurais poussé à choisir une solution qui m'arrange. Par contre, si vous dites non, vous allez passer pour un con vis-à-vis de votre famille ou de votre entourage ou pour quelqu'un de méchant, de mauvais, de pas gentil. Donc quelque part, ce n'est pas un choix libre et éclairé. Vous n'êtes pas libre. Quand je parle de consentement, pour moi la notion de consentement, c'est est-ce que c'est au sens médical, par exemple, un choix libre, express et éclairé. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Sinon, si moi tu me proposes d'aller au cinéma, que je te dis non, Christophe, et que je le prends mal, quelque part c'était une exigence. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, lorsqu'il y a une sorte de lien affectif, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui va faire la déchirure du oui ou la déchirure du non. Il y a autre chose en fait que la simple relation factuelle, qui peut être. Tout à l'heure, on parlait du massage ou on parle du cinéma. Finalement, le non, t'as pas envie, je vais faire ma vie, tu fais la tienne, et puis on se revoit demain. Si le non est un acte de condamnation, finalement, qui va appeler à une culpabilité, il va y avoir du jeu, en fait. Est-ce que la manipulation face à un manipulateur narcissique ou autre, c'est pas justement d'avoir tissé un lien qui dépasse le cadre professionnel? Et du moins, est-ce que l'attente de celui qui est manipulé, est-ce que c'est pas une attente de reconnaissance, mais qui n'est pas la reconnaissance de son employé ou de son employeur, qui est la reconnaissance on va être un petit peu freudien ou autre, du regard, de la reconnaissance du père, la reconnaissance de la mère, et que finalement une sorte de jeu en fait inconscient entre le patron qui incarne, pourquoi pas le père, l'employé qui incarne l'enfant, et ce jeu, en fait, il m'a dit non, donc je rentre chez moi, je pleure. En fait, il t'a dit non, juste parce que c'était pas dans les objectifs. Est-ce que... Alors, là, ce que tu proposes, je le rangerais plutôt dans un cadre de référence d'analyse transactionnelle d'Eric Berne, où tu vas avoir tendance à être dans des jeux psychologiques, par exemple, au sens du triangle de Karpman, pour celles et ceux qui connaissent. C'est-à-dire que moi, je te persécute, tu es la victime, et je vais devenir sauveur par moment, persécuteur de l'autre, etc. Après, on peut aussi avoir d'autres notions comme la notion d'imago de groupe, c'est-à-dire tel collègue, il ressemble à mon papa, donc je vais avoir tendance à me soumettre et à lui obéir parce que dans ma tête, je l'associe à mon papa. Voilà, c'est une autre notion, c'est un autre cadre de référence qui est l'imago de groupe et de protocole. Donc tout va dépendre en fait. Ce qui est important, c'est au regard d'une situation, ce que je fais en tout cas, quelle est la grille, quel est l'outil, le cadre de référence, le champ théorique qui correspond au mieux. Et une fois que le diagnostic est posé au sens de compréhension de ce qui se passe, quels sont les moyens d'action et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Tu avais dit quelque chose de tu avais évoqué une notion qui est de comment je vis le non avec la culpabilité. Partez du principe où ce que vous ressentez, donc c'est un magnifique indicateur pour savoir ce qui se joue dans la relation au sens d'Alcloting Ziegler, dont je parlais tout à l'heure. Ce que vous ressentez, soit ça peut dépendre de vous, soit ça peut vous donner une information sur l'autre. Typiquement, on me pose une question, j'ai envie de dire non, j'ose pas, je culpabilise, ou j'ai peur. Ça peut soit être une information sur moi, soit une information sur l'autre. Peut-être que l'autre ne me donne pas la possibilité de choisir vraiment entre le oui et le non. Très souvent, ça dépend des profils de personnes, mais moi, je fais partie des personnes qui se remettent en question trop de prime abord. Mais des fois, ça peut être intéressant de déplacer le projecteur et de regarder qu'est-ce qui se passe si on invite l'autre à se remettre en question. Et là, on tombe sur un complément de la définition de Paul-Claude Rakami que je ne vous ai pas dit tout à l'heure pour ne pas complexifier d'entrée de jeu la chose. C'est que pour Claude Rakami, il y a un truc magnifique qui s'appelle l'immunité conflictuelle. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un qui a une caractérose perverse, qui a de façon chronique, comme je dis, des comportements de type pervers narcissique, eh bien, ça va être très compliqué d'obtenir qu'il se remette en question. C'est que la personne va se justifier, va justifier ses actes, va vous prouver par A plus B qu'il a raison ou elle a raison et vous avez tort. Et ce sera très compliqué de l'entendre dire « Ah merde, putain, ouais, j'ai merdé, je suis allé trop loin, je suis désolé. » Je suis désolé, je ne sais pas si vous l'entendrez beaucoup. Donc, votre ressenti peut vous donner des indications.
Oui, le ressenti, finalement, c'est cette sorte d'intuition qui est le première, qui nous donne une certaine réalité. Une réalité d'ailleurs, combien de fois on s'est dit, on a pu se dire, si je m'étais écouté dès le début, j'aurais jamais fait ça. C'est toujours cette petite voix qui est en nous, qui finalement, elle sait. Hein, ce qui est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment sans espoir pour le manipulateur de ce genre, qui visiblement ne peut pas voir qu'il manipule? Et c'est ça qui est quand même, pour quelqu'un, allez, on va dire, on oppose souvent le manipulateur narcissique à l'empathique, celui qui va chercher à comprendre, est-ce que c'est pas finalement le défaillant dans l'histoire, puisque c'est lui qui souffre, c'est lui qui encaisse, ou c'est lui, c'est elle, hein, et au final, le manipulateur jamais ne reconnaîtra. Est-ce que... C'est assez fascinant d'ailleurs, et je sais que la médecine peut-être se casse un petit peu les dents là-dessus, puisque comment ne pas comprendre qu'on puisse faire du mal à l'autre? Est-ce qu'on est dans la pathologie pure qui appelle quelque chose de on n'est plus dans la névrose, on est peut-être dans la psychose, on est dans quelque chose qui est absolument défaillant, donc qui mériterait soit d'être isolé, d'être enfermé, d'être soigné, d'être mis sous médicaments peut-être, je ne sais pas. Moi je vais très loin, hein, je le fais exprès, hein, ça nourrit nos échanges. Mais dans l'idée, comment faire? Et justement, c'est l'objet, hein, face à ce type de personnalité. Parfois, on partage notre vie avec ce type de personnalité. Alors, 4 réponses potentielles. La première, alors encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, etc. Donc, moi, je vous partage uniquement ma compréhension des lectures de Paulo Racamier. C'est-à-dire que pour lui, c'est un système de défense. La perversion narcissique, c'est un système de défense, c'est-à-dire que vous décompensez, et je fais le parallèle aussi avec ce que dit Anne-Clotilde Ziegler, vous décompensez, c'est-à-dire que vous devenez fou, je caricature, hein, vous devenez fou si vous sortez de là. Donc quelque part, quelqu'un qui a des comportements pervers narcissiques quasiment tout le temps, c'est une bénédiction pour lui ou pour elle, parce que ça lui évite de devenir fou. Donc si on se place du côté du pervers, c'est génial, ça l'empêche de devenir fou. Franchement, bravo. Après, pour l'entourage, c'est plus compliqué. Donc si on décale le projecteur, maintenant, de ce type de personne-là, vers une personne de l'entourage, une proie, une victime, etc., typiquement, c'est ultra dur, de mon point de vue, hein, c'est ultra dur. En revanche, ça peut vous permettre, vous, en tant que proie, de développer vachement votre posture, hein, et de grandir plus. C'est comme si vous devenez un athlète de haut niveau. Hein. Je vous prends l'exemple d'une amie à moi qui vit dans l'est de la France. Non, qu'est-ce que je vous dis dans l'est? Dans l'ouest de la France, au sud-ouest, je confonds toujours. Et elle, dans sa famille, il y a des déchirements parce que il y a des conjoints de ses frères et sœurs qui ont des comportements qu'elle a commencé à dénoncer. Du coup, sa mère a été bouc émissarisée. Elle, du coup, elle essaye d'être soutien pour sa mère, de faire entendre sa vérité, mais elle se prend aussi des coups de bâton, etc. Donc c'est quelque chose qui est très très dur. Est-ce que vous, par exemple, si vous êtes dans son cas, est-ce que vous accepterez de laisser tomber votre mère pour vous préserver? Est-ce que la question se pose, je fais quand même un peu comme Christophe. Où est-ce que vous mettez la limite entre vous sacrifier pour sauver l'autre, surtout si c'est quelqu'un que vous aimez, ou vous préserver au risque que l'autre subisse des choses ignobles et souffre. Donc c'est très très dur, je trouve, mais quelque part, en creux, il y a la possibilité, à mes yeux, si je généralise, après encore faut-il voir au cas par cas, de grandir et de dépasser ça. Mais voilà, comme vous dit Marie-Estelle Dupont, dont j'ai parlé tout à l'heure, très souvent, j'ai dû voir 2 interviews d'elle, elle préconisait la fuite dans les 2 interviews. Donc c'est drastique. Elle disait, vous êtes une mère, vous êtes mariée à une personne qui est catégorisée comme pervers narcissique, entre guillemets, il y a un enfant au milieu, vous allez quitter le gars, faire la garde alternée, même si votre enfant risque de devenir fou parce qu'il va rester en contact avec cette personne-là, je caricature très volontiers, hein, parce que ça va permettre, selon Marie-Estelle Dupont, de modéliser un environnement sain quand votre enfant sera chez vous. Donc vous devez accepter, entre guillemets, que votre enfant souffre, pour lui offrir potentiellement le choix de décider quel mode de vie il veut choisir.
Donc ça peut être très dur côté posture. Ensuite, il y a un grand absent dont on a parlé, c'est l'entourage. C'est-à-dire que dans des comportements pervers narcissiques, comme le dit Anne-Clotilde Ziegler, c'est très proche de la normalité, le comportement. On dirait que c'est quelque chose de normal, mais ça l'est pas. Donc pour l'entourage, c'est très difficile de voir et de se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est un autre... Il y avait un quatrième point que je voulais évoquer et que j'ai oublié. Mais c'est pas grave, ça reviendra sans doute. En tout cas, c'est déjà 3 points très, très clairs. 3 points très clairs. Alors déjà, donner la possibilité d'offrir un autre cadre, et ça pose la notion aussi de courage dans ce genre de situation. Parce qu'au final, beaucoup pensent, et je pense que moi j'en fais partie, que le vrai courage, c'est de rester dans la situation. C'est de rester, d'accepter, puisque il y a l'effet boomerang en se disant, oui, mais si l'autre, je sens qu'il souffre quand même, si je pars, je ne lui donne pas la possibilité de s'en sortir. Donc je reste et je m'enfonce encore plus. Et une sorte de cercle vicieux comme ça. C'est là où, à mon sens, de nos jours, on a besoin d'éthique et où j'ai l'impression que peu de gens sont formés à l'éthique. La morale, en gros, si je vous fais le petit résumé, la morale, c'est bien, c'est mal. Voilà, c'est très romain, la morale. C'est bien, c'est mal. Mais, comme disait Blaise Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est-à-dire que selon les gens avec qui vous traînez, il y a des choses qui seront bien, d'autres mal et vice-versa. Bon, si vous allez au Liban et que vous finissez pas votre plat, c'est très bien vu. Ou en Syrie, pardon. Au Liban ou en Syrie, je crois, l'un des deux. En France, si vous finissez pas votre repas, chez ma grand-mère, vous finissez pas le repas, c'est très mal vu, quoi. Bon. Donc, les mœurs peuvent varier d'un endroit à un autre, d'un groupe à un autre, et aussi dans le temps. Par contre, l'éthique, qui est plutôt grecque, va demander, c'est individuel, et va demander à chaque individu, à chaque instant, entre guillemets, de se poser la question, qu'est-ce qui est bon de faire dans telle situation ? Imaginez, si je reprends l'exemple donné par Marie-Estelle Dupont, la mère qui est en couple avec une personne et qui se pose la question de est-ce que je récupère à 100% la garde, est-ce que je fais garde alternée ou est-ce que je reste en couple avec cette personne-là ? Qu'est-ce qui est bon pour cette personne-là ? Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant ? Qu'est-ce qui est bon pour tout le monde ? Si je voudrais ce tableau-là qui est ultra dur à entendre et ultra dur à mettre en place, qui est celui préconisé par Marie-Estelle Dupont de faire la garde alternée, pour l'enfant c'est bon parce que même si ce sera ultra difficile, il aura les deux modèles et il pourra faire son choix, donc c'est ultra responsabilisant. Et pour la mère, elle aura fait le choix de se préserver en quittant cette relation toxique. Donc ce sera ultra dur parce que peut-être qu'elle se retrouvera sans grandes ressources, mais par contre, elle aura réussi à se séparer et donc à faire le choix de se préserver plutôt que de se sacrifier pour son fils. Donc elle ne sera pas dans un jeu psychologique et elle sera dans la pensée claire. Donc disons qu'on en arrive à des décisions qui sont à très fort enjeu pour les personnes. Très fort enjeu, effectivement. Et là, l'argument de matériel joue peut-être souvent aussi beaucoup avec cette idée. Je risque d'être dans une situation beaucoup plus précaire, mais je préserve ma vie. Comme si finalement, la question d'éthique est très intéressante. Aujourd'hui, l'idée de préserver sa... Allez, parlons un petit peu, pas métaphysique, mais presque, sa lumière intérieure, son énergie, sa force de projection, de créativité, la protéger, c'est dans un cadre familial, dans un cadre professionnel, dans un cadre peut être vu, peut être ressenti comme de l'égoïsme. Sauf que, vous voyez, de l'égoïsme en se disant je suis pas bien, je suis mauvais, mon Dieu, comment je pense, je pense à moi. Mais et là aussi, pour pas être dans la perversion narcissique où le moi est omnipotent, il existe un moi plus doux qu'en fait, dont il faut s'occuper. Et c'est peut-être celui-ci qu'il faut connaître. Et le recours à l'intuition dont vous avez parlé, quand même, est sans doute très intéressant. Puisqu'il y a quelque chose qui parle. Comment le réveiller, lui donner en fait toute sa force ? Moi, je parle... je vois Nietzsche, par exemple, qui, dans Le Voyageur et son ombre, va dire que le voyageur, c'est l'homme, la femme, doit toujours parler avec son ombre pour avoir une pensée claire. C'est-à-dire penser et parler avec soi-même, avec lui-même. D'ailleurs, il dit, si Platon avait pris plus de temps à discuter avec son ombre, les gens auraient pris plus de plaisir à lire Platon. Sa pensée aurait été beaucoup plus claire. Donc finalement, est-ce que la clé de l'échappatoire, à travers aussi tout ce que vous avez évoqué,
à travers la process-com, ne serait pas aussi cette façon, ce retour à soi, qui est omnipotent. Au final, on lâche tout pour tout récupérer. Et c'est ce moment qui est peut-être le plus crucial. Vous avez 3 heures. Alors, les 3 mots-clés, expérience, égoïsme et vulgarisation. Comme ça, si j'oublie, vous me les rappelez. Expérience, égoïsme et vulgarisation. L'expérience, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut voir les choses sans les interpréter comme c'est bien ou c'est mal. On peut décider, c'est un point de vue sur la vie, de partir du principe où tout n'est qu'expérience. Donc, quelque part, même si quelqu'un reste toute sa vie avec une personne qui a une caractérose perverse au sens de Racamier et le vit mal, c'est une expérience. Qui sommes-nous pour juger cette expérience? Donc, tout dépend de quel cadre de référence, quel champ de pensée nous mettons en place pour analyser une situation. Et des fois, un cadre de pensée peut ne pas nous permettre de trouver de solution, un autre si. Ça, c'était pour l'expérience que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Maintenant, je reviens sur ce que tu disais sur l'égoïsme. L'égoïsme, c'est très très bien. Il faut être égoïste. Attention, attention, petite nuance ici, il ne faut pas être égotiste. Égotiste, je ne pense qu'à moi, j'en ai rien à fifre des autres. Égoïsme, je pense à moi avant de penser aux autres. Je ne sais plus qui disait ça, que l'altruisme est un égoïsme éclairé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider quelqu'un de façon saine si vous vous sacrifiez ce faisant. Voilà. J'ai suffisamment à manger, j'ai un peu en trop, je vais offrir le gâteau à la voisine, par exemple. Mais si j'ai pas assez pour manger, mes enfants ont faim et que je vais donner tout ce qu'il y a dans mon frigo à mon voisin du dessous, alors oui, c'est très gentil, mais par contre, c'est pas pérenne du tout. C'est-à-dire que vous allez finir par... vous allez perdre vos gosses, vous allez finir dans la rue peut-être, etc. Ce ne sera pas sain et ce ne sera pas viable sur du long terme. Donc attention, différence entre égoïsme et égotisme. Donc ne soyez pas égotiste, ne pensez pas qu'à vous autant que faire se peut. Soyez égoïste, pensez en premier à vous, virgule, pour mieux vous mettre au service des autres. Et on en revient avec le 3e point qui était la vulgarisation. Je pars du principe où toutes ces notions-là de comportement, vous avez vu, hein, quand j'ai commencé à vous parler de stratégie pour lutter contre de la manipulation dans un cadre de référence process-com, ça devient très très vite compliqué. C'est pas des choses qui sont évidentes, c'est pas des choses qui sont simples, qui sont faciles. Mais je pars du principe où plus les gens seront informés, plus les gens arriveront davantage à être dans la pensée claire et pas dans un jugement faussé, et plus les personnes qui seront victimes pourront trouver du soutien et être comprises. Intéressant tout ça. Je suis songeur là, je pars dans mes pensées et notamment dans celle de l'égoïsme, l'égotisme effectivement. Oui, en quelque sorte, c'est une histoire de reconsidération du réel ou d'une réalité. On est d'abord dans une réalité qui nous accable et qui nous écrase, et puis on se relève pour voir une réalité dans laquelle on domine et on reprend possession de soi. Alors, là je vais... Vous m'entendez là ou pas? Oui, hein, vous m'entendez. Oui. Là je vais vous citer du Armand Dessoto, dont je suis en train de lire le livre aujourd'hui. Et lui, il vous parle dans son livre justement de la notion de vérité. Lui, il va vous dire, pour lui, qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs vérités. On a tous notre vérité, notre point de vue si vous préférez. On croit des choses qui sont vraies. Pour moi, ce qui est vrai, c'est que, je sais pas moi, tous les garçons sont gentils ou toutes les filles sont méchantes, etc. Vous voyez, des croyances. Pour vous, ça peut être votre vérité. Et ce que dit Armand Dessoto, c'est que ce qui est important pour lui, c'est que chacun partage sa vérité pour trouver une vérité commune qui fasse sens pour tout le monde et qui aide tout un chacun à améliorer, à mieux vivre son fonctionnement au sein du collectif et à aider le collectif à fonctionner de façon harmonieuse, si j'ose dire. Donc, c'est assez important. Et cette notion de vérité-là, pour par exemple Paul Claude Racamier, dans un cadre de référence de perversion narcissique, on ne peut pas l'avoir. Parce qu'une personne qui a une caractérose perverse ne va pas reconnaître l'autre comme un sujet, comme une personne. Pour lui, l'autre va être un objet. Et du coup, vu que, je vous ai parlé tout à l'heure d'immunité conflictuelle, je ne me remets pas en question si j'ai une caractérose perverse, dans le cadre de référence de Racamier, donc je vais nier les vérités des autres. Il n'y a que ma vérité qui compte, et que je vais chercher à imposer. Et donc là, on n'est plus
dans cette perception. Et pour en revenir par rapport au coaching, c'est que très souvent, nous, on est dans un pays avec des façons de penser, on est dans une famille qui a des façons de penser, etc., etc., etc. Hein. Mon prof d'italien avait coutume de dire « marie-toi dans ton pays, marie-toi dans ta ville, marie-toi dans ta rue », pour souligner que du coup, on a les mêmes mœurs, donc on se comprend. Et tout cela débouche sur le rapport à l'altérité, parce que si vous allez à l'étranger et que vous revenez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des façons de faire qui sont différentes. Ce que vous pensez être bien, là-bas c'est mal et vice-versa, comme je disais tout à l'heure. Donc ça vous permet, entre guillemets, de développer, je ne sais plus qui appelle ça comme ça, mais la notion de flexibilité psychologique, c'est-à-dire la capacité à remettre en question ce que vous croyez être vrai. Et si vous affrontez une situation qui ne vous convient pas ou vous êtes bloqué, ben, peut-être que le fait de chercher un outil qui vous permet d'avoir un autre regard sur cette situation, va vous permettre, vous, de monter d'un cran. Si c'est le travail de coaching. Hein. Moi, j'apporte ma vérité à la personne qui m'apporte la sienne, et avec nos deux vérités, on en fait une troisième, qui est élargie, qui est inclusive, si vous préférez. Et très souvent, cette vérité élargie nous permet de trouver une solution au problème rencontré par la personne. Donc je pense, plus on sera dans cette attitude d'ouverture d'esprit, de recherche d'hypothèses différentes, etc., plus on augmentera nos chances de trouver des solutions aux problèmes. Et très souvent, les solutions ne sont pas là où on croit, enfin là où on les cherche. Je peux faire une dernière image ? Oui. Imaginez... Alors, oui, j'ai le temps ? Oui ? Allez, 1 minute 30. Donc, imaginez, vous cherchez vos clés. Imaginez, quelqu'un cherche ses clés. C'est la rue, il fait nuit. La personne tourne autour du lampadaire. Un passant arrive et dit « Mais que cherchez-vous » La personne dit « Je cherche mes clés. » L'autre personne dit « Mais vous les avez perdues ici ?» La personne qui cherche répond « Non. » « Mais alors pourquoi vous cherchez ici ?» dit le passant. « Parce que j'y vois. » Donc très souvent, on va chercher là où on pense que c'est. Mais si vous cherchez et que ça ne fait qu'amplifier le problème, c'est que ce n'est pas là qu'il faut chercher. C'est pour ça que tout à l'heure, en stratégie, je vous donnais celle du thème du changement en approche systémique, c'est que si vous faites un truc et que ça aggrave le problème, une stratégie de coaching, c'est de faire un petit peu moins. Hein, vous êtes tout le temps au service d'eux, vous répondez toujours dans la seconde, essayez de répondre dans la minute. Essayez de ne pas être disponible un coup sur deux. C'est très mécanique dit comme ça, mais ça va vous éviter de faire ce qui aggrave le problème, du coup de faire diminuer le problème, du coup de faire retomber l'émotion et potentiellement d'être ouvert à d'autres tentatives de solutions. C'était une très belle image, Jean-François Carlotti, peut-être même une image en guise de conclusion, puisque je pense que... Ce n'est pas la mienne, hein, je précise. Oui. Non, mais elle est très belle, d'autant plus qu'elle nous offre un optimisme très très intéressant, hein, puisque on est dans une ère où visiblement beaucoup de solutions, beaucoup de problèmes ne trouvent pas de solution. Mais à travers votre approche, on est dans quelque chose qui tel que vous venez de nous le signifier de manière très claire, qui ouvre sur quelque chose de positif. Et ça, c'est très intéressant, je pense, et c'est un petit peu rare pour le souligner, justement. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire en guise de conclusion, avant que le public puisse éventuellement poser une, voire deux questions, puisqu'on ne va pas trop s'éterniser. Vous verrez ensuite Jean-François Carlotti à la signature. Jean-François, une petite... Alors... en guise de conclusion. Premier élément, c'est vrai que des fois on a des soucis, mais on ne sait pas quoi faire. On n'a pas d'outils, on n'a pas de méthode. Moi, quand j'ai commencé, j'ai rencontré des difficultés dans ma vie de salarié, j'avais pas d'outils. Bon, quand je me suis formé au coaching, j'ai eu des outils, donc ça m'a aidé. Mais avant, je me suis fait coacher, donc c'est quelqu'un qui m'a apporté des outils. Donc une première piste, ça pourrait être de rechercher des outils. Là, je vous ai donné différents auteurs, vous pouvez acheter des bouquins, etc. Donc vous pouvez vous former. Après, ce que tu disais, c'est qu'on a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, mais très souvent, soit on n'a pas les outils, mais soit on n'a pas forcément l'énergie et la volonté de les résoudre. Parce que ça demande un putain de travail, pardonnez-moi l'expression, mais si vous êtes face à des comportements, je dirais, manipulateurs, par exemple dans un cadre de référence Processcom, il faut apprendre à les voir. Parce que le chargé de projet dont je vous parlais tout à l'heure, au début, il a culpabilisé. Il avait préparé la réunion, on lui a fait la remarque, il a culpabilisé, il a dit c'est de ma faute. Moi, quand je le coach, je lui dis pas du tout. Tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas apporter des réponses aux questions qu'on ne t'a pas posées.
et je finis sur cette petite astuce, cette petite phrase que j'aime bien. Si quelqu'un vous reproche de ne pas avoir fait quelque chose qu'il ou elle ne vous a pas demandé de faire, c'est pas OK. Je répète, attention, on se concentre. Si quelqu'un vous reproche de ne pas avoir fait quelque chose qu'il ne vous a pas demandé de faire, c'est pas OK. Je peux encore 30 secondes ? Allez, 30 secondes. Les micros explosent. C'est Auguste qui m'a dit, dans la mousse je est explosive. côté. C'est de la manipulation. Voilà. De l'humour. Oui. Donc du coup, imaginez que vous n'offriez pas de fleurs à votre mari et que votre mari vous le reproche. Mais il vous a jamais dit qu'il voulait que vous lui offriez des fleurs. C'est pas OK. Et pourtant, dans les mœurs, il y a des gens qui s'attendent à ce qu'on leur offre. Donc, attention à ne pas blâmer les gens, parce que très souvent, on peut hériter d'une éducation, hériter de mœurs, hériter de façon de faire, qu'on n'a juste pas questionné. Hein ? Par exemple, ici, est-ce qu'il y a des gens qui ont la nationalité française ? Levez la main. Qui a la nationalité française ? OK. Est-ce qu'on vous a laissé le choix ? À qui on a laissé le choix de la nationalité française ? Bon. La plupart d'entre vous, vous êtes nés, on vous a dit, vous êtes français. Et puis, vous n'avez même pas le droit d'être apatride. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, quelque part, il n'y a qu'un étranger qui s'installe dans un autre pays, qui demande la double nationalité, qui peut choisir réellement ça. Mais sinon, vous n'avez pas eu ce choix-là. Et tout l'enjeu est d'arriver à prendre conscience de quelque chose que vous pensiez inconsciemment être normal, que vous vous rendiez compte que, non, peut-être pas, on peut avoir le choix. Merci d'avoir suivi cette conférence, mesdames et messieurs. La prochaine sera celle de Laurent Caporos, qui nous parlera de médecine et de tout ce qui s'y rattache autour de la science et de l'incroyable, l'émergence de la conscience, les expériences de mort imminente autour de cet art et de cette discipline qu'est la science médicale. Merci. Citoyens, voyageurs, philosophes, je viens de l'époque de Marc Aurèle. Voici la couronne de laurier d'or. On dit qu'elle confère force, puissance et goodies à celui qui la possède. Assistez aux 5 entretiens d'Aurélie et repartez avec les 5 livres sacrés. Et la couronne sera vôtre. Bon courage, citoyens. Ave Aurelius, Philoshop et librairie.